Bonjour à tous. Que faut-il penser du retour de Silvio Berlusconi au centre de la vie politique italienne? Le Parlement italien a été dissous hier. Il va y avoir des élections les 13 et 14 avril. Et si l'on en croit les sondages d'aujourd'hui, le prochain Premier ministre italien s'appellera Silvio Berlusconi, surnommé le Cavaliere, mais qui apparaît surtout comme un cheval de retour. Berlusconi incontournable, qui arriverait au pouvoir pour la troisième fois à 71 ans. Pour parler de Berlusconi et de la crise politique en Italie, je reçois ce matin Manlio Graziano, maître de conférence à l'École supérieure de relations internationales de Lyon. Vous avez écrit Italie, un État sans nation, un livre où vous allez à la recherche des origines du berlusconisme dans l'histoire italienne. Et alors, qui sera le prochain Premier ministre italien? Berlusconi, c'est possible? Je dirais plutôt que c'est certain. Enfin, tous les sondages le disent, et sauf catastrophe politique majeure en Italie, je ne vois pas comment la situation actuelle pourrait être renversée. Donc, bon, il a 71 ans, je l'ai dit, c'est l'âge de John McCain dont on dit qu'il est trop vieux. Il aurait 76 ans à la fin de la législature s'il est élu. Il a eu un problème cardiaque. Est-ce qu'il est apte encore, Silvio Berlusconi? Vous savez, en 2001, The Economist avait publié la couverture en disant qu'il n'était pas apte déjà à l'époque, mais pour d'autres raisons, pas pour des raisons d'âge. En effet, j'allais le dire, Berlusconi a l'âge du probable, à mon avis, presque certain futur président des États-Unis. Donc, il faut considérer que l'âge, parfois, c'est un atout, parfois, c'est un obstacle. Dans son cas, il n'est pas le seul homme politique italien qui a eu des problèmes de santé. Et en tout cas, je ne vois pas comment la coalition de centre-droit pourrait avoir un autre leader à ce moment-là. Qu'est-ce qui fait courir encore Silvio Berlusconi? Déjà 2 fois Premier ministre, il a 71 ans, il est archi-milliardaire, il contrôle 3 chaînes de télévision, il a une des équipes de football les plus fortes d'Europe. Qu'est-ce qui fait encore courir le Cavaliere? Je pense que d'abord, c'est l'ambition. De l'autre côté, ce qui fait partie aussi de l'ambition, c'est la certitude qu'il a d'être en quelque sorte le sauveur d'Italie. C'est sous cette forme qu'il s'est présenté pour la première fois aux électeurs italiens en 1994. Et il continue de le croire. Il a des conseillers qui lui expliquent que peut-être il faut revenir sur Terre. Mais je pense qu'il est fondamentalement persuadé qu'il est, comme il a eu l'occasion de le dire à plusieurs reprises, loin du Seigneur. Donc quelqu'un qui a reçu... Loin, l'apostrophe, loin, celui qui a été choisi par le Seigneur. Oui. Exact. Donc d'avoir une mission qui lui vient de très haut. Oui. Mais est-ce que sa mission personnelle ne passe pas par la mission de l'Italie? Parce que là, ces derniers jours, il avait le choix entre participer à une réforme des institutions qui permette une plus grande stabilité en Italie, ou alors renoncer à cette réforme des institutions pour être élu personnellement. Et ça, c'est un autre sujet de débat en Italie. Évidemment, il y a ceux qui disent que Berlusconi a été élu à partir de 1994 pour défendre ses intérêts personnels. D'autres qui disent que c'était l'homme qu'il fallait pour l'Italie à cette époque-là. Donc, disons que ce débat continue de la même manière. Je pense qu'effectivement, lui, il a des intérêts dans le jeu. Mais en même temps, on est en train de dire qu'il va prendre un risque énorme parce que les mois à venir, avec la crise qui commence à se manifester même en Europe, en Italie, elle sévit de manière encore plus sévère. Cette crise ne va pas faire le bonheur du prochain Premier ministre. Cela c'est sûr. Donc il va prendre des risques. Par rapport à la crise économique. Alors, la crise politique, est-ce qu'elle n'est pas inévitable? Parce qu'il y a actuellement 39 partis représentés au Parlement italien, un émiettement dû à la loi électorale, qui a d'ailleurs été passée par Berlusconi en 2005. Est-ce que cette loi électorale qu'il a créée lui-même pour poser des problèmes à ses successeurs ne va pas se retourner contre lui? Mais ça dépend de l'ampleur de sa victoire, naturellement. Donc, à l'heure actuelle, ce qui est intéressant de ce début de campagne électorale, c'est qu'effectivement, on commence à voir s'esquisser des scénarios différents par rapport à ce qu'on était habitué, non seulement du côté de la gauche, enfin, je dirais plutôt de centre-gauche, du nouveau parti démocrate qui insiste pour se présenter seul aux élections, donc en envoyant un signal de rupture
par rapport à la coalition Prodi, et surtout par rapport à la coalition Prodi, mais aussi de l'autre côté, du côté du centre-droit, parce que là, on commence à parler de plus en plus des quatre mousquetaires, c'est-à-dire des quatre partis fondateurs de la Maison de la Liberté, des libertés qui boucleraient en quelque sorte les entrées. Un noyau dur de la coalition berlusconienne pour éviter l'émiettement. Exactement. Un mot sur la gauche, alors. Walter Veltroni, maire de Rome, 52 ans, c'est lui qui sera opposé à Berlusconi. Est-ce qu'il a des chances? Qui est-il? Quelle perspective pour lui? Non, il n'a pas de chance. Mais j'ai l'impression qu'il table sa campagne électorale, qu'il fait un pari. Et il joue toute sa campagne électorale justement sur le fait qu'il n'a pas de chance de remporter ces élections. C'est-à-dire le choix de participer seul à cette compétition électorale, alors que la loi électorale justement dont vous parliez donne un avantage à la coalition qui obtient la majorité relative des voix, est un choix fait dans la direction de vouloir préciser que le Parti démocrate ne sera plus l'esclave des petits voilà, qui lui imposeront la feuille de route, qu'il a sa propre feuille de route, et donc c'est pour la première fois qu'on voit un parti qui se présente avec un programme cohérent. Alors d'ici au moment où la campagne électorale va commencer vraiment, et elle battra son plein, on verra si ces promesses et ces hypothèses, d'un côté comme de l'autre, seront maintenues, ce qui est très difficile à prévoir et même très improbable, vu en connaissant les hommes politiques italiens. Parce qu'on peut avoir de bonnes idées, mais ne pas être capable de mettre en pratique. Par exemple, on insiste sur le fait que Veltroni il est inexpérimenté, il a un nouveau parti qui vient de naître, parce qu'il est né il y a quelques mois, et peut-être il n'a pas le contrôle absolu sur ce parti. Alors la mise en pratique, est-ce que Berlusconi peut continuer à mettre en pratique les réformes? Prodi a quand même commencé les réformes dans le domaine fiscal, il a commencé à diminuer la dette. Est-ce que ces réformes vont continuer avec Berlusconi? Est-ce qu'elles vont s'arrêter ou est-ce qu'elles vont aller en arrière? Déjà, Prodi a commencé les réformes, mais d'une manière extrêmement timide, parce qu'à chaque fois qu'il a essayé d'allonger un peu le pas, il était bloqué par tous les petits partis, pas seulement de l'extrême gauche, mais aussi du centre et d'autres. Donc le commencement a été un commencement timide, encouragé par l'Union européenne, sans doute, même au-delà de ces résultats, et je suis absolument persuadé que l'Union européenne insistera pour que le prochain gouvernement continue son chemin de réforme. Donc je dirais que de ce côté-là, la voie de Berlusconi est déjà marquée, c'est-à-dire qu'il devra continuer à faire la politique de Prodi, ni plus ni moins. Pas beaucoup le choix dans le domaine des réformes. Non, merci infiniment. Merci Manlio Graziano. Je rappelle le titre de votre livre, Italie, un État sans nation. Merci de votre fidélité à France 24 et où que vous soyez, passez une très bonne journée.